Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce deuxième webinaire Recocrèche. Aujourd'hui, le sujet, c'est préparer la rentrée, hygiène et désinfection en contexte Covid dans les établissements accueillant de jeunes enfants. Je m'appelle Anne Benz, animatrice technique du réseau 3AR, réseau des achats publics responsable de Nouvelle-Aquitaine. Et je laisse tout de suite la parole à Nadine Rivet, présidente du réseau, adjointe au maire de Limoges. À vous, Nadine. Merci Yann et bonjour à toutes et tous. Ce thème a eu beaucoup de succès. Il y avait, bon, je ne vais pas dire le nombre d'inscrits, mais en tous les cas, là, nous sommes plus de 80 à être connectés. Le sujet, évidemment, est porteur, il est d'actualité et donc nous sommes impatientes et impatients d'écouter Anne Lafourcade, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Limoges sur un sujet qui nous a réunis, et je crois avec succès et puis avec beaucoup de conséquences positives, qui était la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Et je la remercie encore de son intervention dans notre collectivité et qui a produit les résultats qu'on connaît. Enfin, qu'en tous les cas, que nous connaissons et qu'on aura peut-être l'occasion de voir en cours d'année. Donc, je suis la nouvelle présidente de 3AR et c'est à ce titre que je voulais vous saluer. Je suis très, très fière d'avoir été choisie. Je suis actuellement donc adjointe au maire à la petite enfance, mais aussi membre de la commission d'appel d'offres de la ville de Limoges. Et à ce titre, et donc précédemment à la suite de l'expertise d'Alix et au travers d'Alix d'Anne Lafourcade, je suis vraiment complètement persuadée de l'importance de tout ce qui touche aux achats publics pour aller de plus en plus dans le respect du développement durable et de la santé, non seulement des enfants, mais de tous nos concitoyens. Et au premier rang desquels il y a les salariés des collectivités. Voilà. Donc, merci à vous de vous être engagés dans ce processus de formation. Et je vais céder la parole à Anne Lafourcade, qui va avoir des informations beaucoup plus techniciennes et beaucoup plus intéressantes que tout ce que je peux vous dire. Merci à vous, Anne, et bon travail pendant l'heure qui va suivre. Merci Nadine. Est-ce que Anne, tu peux confirmer qu'on m'entend bien? C'est bon, on t'entend. C'est parti, très bien. Donc merci beaucoup Nadine, merci à 3AR. On va attaquer immédiatement. Je vais juste réduire ma fenêtre et je suis à vous. Alors bonjour à tous. Donc une demi-heure c'est court, même pour un sujet aussi ciblé qu'on va mener tous ensemble. Donc je vous rappelle effectivement, comme le disait Anne, que ce webinaire est réalisé par 3AR avec le soutien de l'ARS dans notamment le cadre de la stratégie santé environnement petite enfance et du PRSE. Alors, je vais j'essaie de zapper, toujours un petit peu d'inertie. Voilà. Donc, comme l'a dit Anne plusieurs fois en introduction, donc on est sur une organisation par 3AR et puis un montage avec Ecolandoy et avec notre agence Alix en tant qu'expert santé-environnement sur ce sujet. Donc, dans ce cadre-là, l'agence Alix intervient comme opérateur dans le cadre de la stratégie ARS qui s'appelle Santé Environnement Petite Enfance, qui a le but effectivement de limiter l'exposition des enfants
et des femmes enceintes pendant la période des 1000 jours et éviter leurs expositions dans l'environnement intérieur à des produits chimiques pouvant avoir un impact sur leur santé immédiate ou leur santé à venir. Donc ce webinaire, il part d'une base qui est vous êtes soumis, établissement accueillant les jeunes enfants, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à être connectés ayant ce titre-là aujourd'hui. Vous êtes soumis à des recommandations nationales, des guides ministériels Covid, que vous connaissez bien maintenant, hélas, depuis le mois de mai dernier, parution du premier. Donc le tout dernier date du 25 août, donc c'est tout récent. Effectivement, on a eu l'émission d'un nouveau guide pour la rentrée. Nous, dans ce cadre-là, évidemment, on respecte le cadre ministériel, mais on va essayer de vous guider pour penser aussi non seulement au risque épidémique, mais aussi au risque chimique induit par l'usage de certains produits détergents en petite enfance. Donc, première chose que je souhaite vous dire, c'est vrai qu'encore une fois, une demi-heure, c'est court. Faire barrage au virus, c'est combiner les mesures, on l'a tous appris maintenant. Et donc là, je vous ai fait la longue liste des outils qu'on a désormais à notre disposition et qu'on commence à maîtriser de plus en plus avec le temps et ce virus qui s'est maintenant installé dans notre quotidien. Donc voilà, donc aujourd'hui on a pris le pari de vous parler uniquement de nettoyage et désinfection surface et mains. C'est un sujet, mais c'est un des sujets et c'est l'ensemble de ces mesures barrières combinées qui peuvent nous aider à faire barrage. Donc, voilà, ça met un peu longtemps à zapper, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la mise à jour de ce document de fin août? Pas beaucoup de choses sur les recommandations d'hygiène. La chose qui est nouvelle et qui finalement nous plaît bien en tant qu'experts de santé et environnement, c'est de vous dire d'aérer de plus en plus. On le sait maintenant que c'est la clé, c'est une des clés. Et donc, le guide dit notamment à ce nouveau mot qui dit aérer idéalement en permanence. Vous voyez, ça c'est un grand changement et au minimum toutes les heures, plusieurs minutes par heure. Il faut savoir que tout ce qui concerne l'entretien des locaux, du linge, des jeux, du jouet reste les recommandations d'avril, mais je vais quand même évidemment vous les rappeler. Ce que je voulais vous dire aussi que c'était pas facile aussi pour vous parce que ça bouge beaucoup dans les modes d'accueil avec un contexte de réforme, avec aussi des nouvelles règles qui vont arriver avec ces réformes. Donc les premiers textes ont été publiés le 25 août, il y en a encore eu hier. Voilà, et on est en attente de textes importants qui pourront avoir un impact aussi sur la gestion de l'air intérieur et des polluants, qui est le référentiel bâtimentaire des ESGE qui est apparaître. Donc moi, ce que je voulais vous dire en intro, c'est que vous le savez peut-être avec l'agence Alix et le programme Safely, on intervient beaucoup en crèche pour faire des audits, donc on regarde un peu ce qui se pratique. Et avant même le contexte Covid, on avait quand même tendance à trouver beaucoup de produits dans les établissements, parfois beaucoup trop. Donc le record, si on peut appeler ça le triste record, c'est 52 produits différents trouvés dans une même structure. Alors, ça fait quand même beaucoup. Alors, c'est pas des produits physiques, c'est des références différentes. Donc, vous voyez que ça fait vraiment beaucoup. Donc, parfois, on part de loin sur ce sujet de la détergence en crèche. Et là-dessus, c'est rajouter un vent de panique. Alors, c'est pas du tout une critique. Je pense qu'on a tous paniqué, spécialement en mars dernier, avec une panique domestique autour de l'eau de Javel, plus 84% de consommation de la Javel entre février et mars 2020. Et puis, du coup, là, ce qui allait avec, on y reviendra, des intoxications au dichlore très importantes. Et puis, la panique, elle s'est aussi illustrée par des photos comme celle-ci, c'est-à-dire qu'on s'est mis à désinfecter à tout va les classes à la rentrée, sachant que ça faisait bien 2 mois que personne n'y avait été et que la survie du virus dans ces cas-là était pas très possible. Mais quand même, on a eu peur et les organismes, les personnes en responsabilité ont eu peur et donc effectivement, ça nous fait faire des choses un peu rapidement. Donc évidemment, ça peut avoir aussi des impacts. On parle de santé humaine aujourd'hui, mais bon, quand on perturbe les stations d'épuration avec des produits biocides, on engendre des résistances bactériennes qui peuvent aussi avoir des conséquences sur la santé humaine. Donc, bon, l'idée aujourd'hui,
décidément, il ne veut pas zapper facilement, je m'excuse. Voilà. L'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre un peu de temps pour ne plus céder à cette panique et essayer d'être un peu plus avoir un petit peu de recul, si on peut dire, sur ce virus. Donc, ce que je peux vous rappeler sur le virus aujourd'hui, en septembre 2021, mise à jour des données scientifiques dont on dispose, on a toujours une transmission essentiellement par les gouttelettes qu'on émet par le nez et la bouche. Ces gouttelettes, elles peuvent tomber sur les surfaces touchées. Or, aujourd'hui, la transmission du virus par contact avec des surfaces et des objets inanimés du quotidien, elle est possible. Les données scientifiques disent qu'elle est plutôt faible. Il n'en reste que la durée de survie du virus sur certaines substances, sur certains matériaux est quand même assez longue, notamment le plastique et l'inox, où ça peut aller jusqu'à plusieurs jours. Après, est-ce que la dose restante est suffisamment infectante? Tout ça, on n'a pas encore énormément de données pour être très très sûr de nous, mais a priori, c'est pas le mode de transmission le plus fort là, de toucher des objets. Bon, on reviendra dessus. Vous êtes quand même dans un contexte très spécial en petite enfance parce que les enfants touchent beaucoup de choses et portent beaucoup à la bouche. Donc effectivement, là, on est peut-être sur un contexte où c'est un peu supérieur. L'autre chose qu'on sait de façon sûre, c'est que ce virus enveloppé d'une membrane grasse, il est fragile et que les tensioactifs qui sont dans les savons, les dégraissants, les détergents, les détachants, auraient la possibilité de facilement le dégrader. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Donc ce travail que je vous présente aujourd'hui a été fait dans le cadre de mise à jour de données scientifiques, notamment qui ont été faites par le Canada, qui a produit une bibliographie assez importante. Et j'ai aussi utilisé des données très intéressantes produites par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes sur l'éco-nettoyage. Donc, sur les recommandations ministérielles, on repart là-dessus. Donc, on reprend celles d'avril puisqu'elles sont toujours valables. Donc, on vous redit multiplier les sorties. Donc, ça, on le sait que c'est très important parce que dehors, de toute façon, il y aura moins de pollution liée au virus et liée aux pollutions intérieures. Donc, ça, c'est toujours bien de sortir les enfants. On vous rappelle dans ce guide le lavage des mains plutôt au savon 30 secondes, le renouvellement de l'air, je l'ai déjà dit, et d'avoir une attention particulière au linge, de porter des gants. Enfin voilà, ça c'est des choses assez habituelles. Sur les points vraiment liés à la détergence, donc pas de produits hydroalcooliques pour les tout petits, l'affichage du protocole de lavage des mains, le nettoyage des sols et grandes surfaces avec des produits habituels. Alors vous voyez que j'ai mis du rouge et des guillemets parce que c'est vrai que quand on dit ça, on ne dit pas grand-chose parce que produits habituels, de par les 50 audits ou bientôt 60 audits qu'on a déjà réalisés avec Alix et ses FLI, on se rend compte que habituel, ça ne veut rien dire. Vous avez des usages et des produits très très différents selon les structures. Donc, on va voir que ça vaut le coup d'enquêter sur vos produits. Autre élément qui est dit donc dans le guide ministériel, nettoyage et désinfection des petites surfaces fréquemment touchées, minimum une fois par jour. Là aussi, le terme fréquemment touché n'est pas facile en petite enfance puisque on a des zones entières, des sols, des tapis qui sont fréquemment touchés et où le contact main-bouche est fréquent et permanent. Enfin, on vous dit de nettoyer, désinfecter les lieux de change avec un peu plus d'attention, alors au moins une fois par jour, et que le nettoyage, non pas désinfection, mais nettoyage des objets jouets est souhaitable toutes les 48 heures. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Comment on peut vous aider à compléter ces mesures pour limiter l'exposition des enfants aux produits chimiques? Donc, la première chose qu'on peut vous dire sur le lavage des mains, c'est que la bonne nouvelle, c'est que n'importe quel savon va fonctionner sous réserve qu'on fait un lavage scrupuleux, un bon rinçage pour se débarrasser du virus. En revanche, nous, on a vraiment de mauvais retours sur les savons antibactériens. Alors, ils n'apportent pas grand-chose de plus, mais surtout, ils viennent avec un arsenal de substances un peu trop costaud, et avec un usage fréquent et parfois des petites mains, notamment dans les maternelles et les primaires où on se rince pas bien, on se retrouve avec des problématiques de peau très importantes chez les enfants, avec parfois même des cloques, avec des peaux très sèches, avec des dermatites de contact. Donc vraiment, nous, on vous conseille de proscrire tout ce qui est savon antibactérien, ça ne sert à rien de plus. Et on va préférer, nous, les savons, si c'est possible, avec une certification, parce que ça nous donne encore plus de garanties et prendre les plus simples aussi.
Donc, pour vous aider à faire ce choix, il y a quelques applications qui sont fiables où on trouve des informations pour essayer de voir si vos savons sont parmi les plus OK ou avec des compositions simples et acceptables. Il faut savoir que nous travaillons avec 3AR sur une fiche savon pour les professionnels et les acheteurs de manière à essayer d'endiguer cette problématique dans les écoles. Alors, concernant la désinfection des mains, donc le gel hydroalcoolique, il y en a plein en fait. Puis alors, quand on va dans les collectivités, nous on en a trouvé jusqu'à 7 ou 8 différents dans une même collectivité, parce qu'avec les pénuries et la crise Covid, effectivement, on s'est retrouvé avec plein de fournisseurs de gel hydroalcoolique. Alors, j'ai envie de dire, les plus simples sont les meilleurs. Il faut aussi les dédiaboliser. Alors, évidemment, ça n'a pas sa place chez les enfants. Le savon, c'est mieux, mais quand on n'a pas le choix et que c'est pratique, il faut pas non plus les diaboliser quand ils sont uniquement à base d'éthanol. Ils conduisent, alors ça c'est les dermatos avec lesquels on travaille qui le disent, ils conduisent à beaucoup moins de problèmes cutanés que les savons antibactériens dont je vous parlais. Donc l'éthanol, ça pose pas trop de problèmes. Donc nous, on les préfère sans parfum, sans huile essentielle, sans colorant, tout simple. Donc je vous donnerai des références pour aller regarder ces les différentes catégories d'informations qu'on trouve sur les étiquettes. En tout cas, on vous en parlera tout à l'heure. Donc, il y a des étiquettes, voilà. Donc ça, c'est l'étiquette parfaite, toute simple, avec la composition dite OMS, avec de l'éthanol, du peroxyde et de la glycérine, du glycérol. C'est vraiment la formule la plus simple et la plus recevable. Et dans ces cas-là, pas de problème avec le gel hydroalcoolique. Évidemment, ne pas le mettre près des enfants, notamment le risque d'avoir un peu de gel ou de pchit dans les yeux. Évidemment, l'éthanol, c'est pas bon pour ça, donc il faut quand même être prudent. Donc, dans ce cadre-là, on a créé une fiche. Donc, vous aurez la liste des liens. Par ailleurs, Anne vous enverra une liste. Donc, la désinfection des mains par une solution de gel hydroalcoolique, on fait le point, c'est le nom du document. Donc, ce document va vous permettre d'en savoir un peu plus. C'est vraiment pour les acheteurs publics et faire un peu le tri. Et on a tout un tas de questions. Donc, ce document, vous pouvez le donner directement à vos fournisseurs et les fournisseurs pourront évaluer les gels hydroalcooliques qu'ils vous fournissent de manière à ce que vous puissiez choisir le moins mauvais, on va dire, de la liste et faire un tri parmi tous ces produits que vous recevez. Alors, on va passer à la partie produits de nettoyage. Donc, je surveille l'heure. Ça va, je suis dans les temps. Donc, sur nettoyer et désinfecter. Donc, effectivement, vous avez souvent, on vous demande soit de nettoyer, soit de désinfecter, soit de faire les deux. Donc là, à ce stade, je suis obligée de vous rappeler que une bonne désinfection ne se fait que sur un support propre. On ne peut pas désinfecter un support sale. On va voir qu'il existe des produits qui sont 2 en 1, mais quand même, c'est très important de le rappeler. Donc, je vous rappelle aussi que sur le guide ministériel, on vous donne certaines notions de fréquence. Alors, parfois, vos PMI rajoutent des éléments, donc je vous invite à bien regarder ce que vous demandent vos PMI. Donc, le guide, il vous rappelle qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a la routine en période Covid. Donc, on vous dit là, produit habituel. Donc, c'est là où c'est un peu difficile, le mot habituel étant pas très défini. Le fait de nettoyer et désinfecter les surfaces touchées fréquemment. Donc là aussi, c'est pas facile pour vous parce qu'il y a beaucoup de zones de la crèche qui sont touchées fréquemment. Et on vous demande de faire attention spécifiquement au change et au linge. Il y a un autre protocole très spécifique quand il y a des cas avérés, et c'est vrai que là, dans ces situations particulières à risque épidémique, ça nécessite des méthodes spécifiques et d'être assez scrupuleux. Donc vraiment de dissocier les deux. Je pense que dans l'avenir, il faudra vraiment penser à vivre avec 2 protocoles, avoir toujours les produits, être à l'aise avec un protocole d'urgence épidémique et un protocole classique, de manière à ce qu'on ne soit plus dans ces cas de panique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça? Les choses que nous, on souhaite vous rappeler, c'est que pour nous, le rinçage, c'est quelque chose d'extrêmement important en structure petite enfance à cause du main-bouche permanent. Et puis, vous savez, ça, on le constate tout le temps en audit, il y a la formation de ce chimiofilm. Vous savez, les couches et les surcouches de produits qu'on applique finissent par coller spécifiquement sur les sols PVC. Et tout ça, ça colle, donc ça fait que c'est jamais très propre, jamais très bien désinfecté. Peut-être que même la désinfection ne fonctionne plus parce que les bactéries résistent et font
une petite film de protection qui s'apparente plutôt à de la crasse. Et ce chimiofilm, il va accrocher les poussières. Et il faut savoir que dans les poussières, il y a énormément de pollution. Les pollutions chimiques s'accrochent dans les poussières. Donc c'est pour ça que la propreté visuelle, c'est votre première arme contre la pollution intérieure. Ça, c'est très important. Pas de poussière. Donc pour ça, les microfibres sont tout à fait efficaces. Bien penser à nettoyer en aérant, mais ça, vous le faites souvent, on le constate en audit, nettoyer en l'absence des enfants. Donc les fréquences, ça, il faut voir en fonction du guide et de son évolution et de ce que peuvent dire vos PMI, mais ne vous épuisez pas dans des zones où vous n'allez pas. Enfin, surtout, ne nettoyez pas, ne désinfectez pas les sols des pièces où vous ne vous rendez pas fréquemment, où les enfants ne sont pas au sol. Il faut vraiment réfléchir aux endroits les plus touchés et gagner du temps là où vous passez peu de temps. Enfin, évidemment, attention aux produits en spray parce qu'ils pulvérisent des gouttelettes partout dans la pièce et on peut les inhaler. Alors, 2 points rapides, ça va aller vite. Je pense que vous le savez, maintenant, le vinaigre a plein de propriétés. Ça peut être un bactériostatique dans certaines conditions, mais il n'est pas efficace sur le virus. Aujourd'hui, on ne peut pas vous préconiser de l'utiliser à la place d'un désinfectant, c'est pas possible. Deuxième point, le nettoyeur vapeur. Oui, alors lui, oui, ça fonctionne, sous réserve qu'il soit bien entretenu et bien utilisé, mais effectivement, la chaleur va détruire le virus. Alors, quand vous êtes face à vos produits, vous pouvez vous demander s'ils sont nettoyants ou désinfectants. Et parfois, vous avez eu recours aussi pour des raisons de pénurie à la javel comme désinfectant. Donc, on va reprendre ces différents points pour essayer de voir où on en est au niveau de ces 2 données. Alors, nous, ce qu'on vous engage vraiment à faire dans un premier temps, c'est de bien connaître vos produits parce que parfois, c'est pas évident de savoir si on a un produit nettoyant ou un produit nettoyant désinfectant ou un produit juste désinfectant. Il faut bien lire et parfois, c'est complexe. Donc, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'utiliser la fiche fournisseur qu'on va vous fournir de manière à ce que vous la donniez à vos fournisseurs, à vos distributeurs et qui s'auto-évaluent. Vous puissiez connaître la carte d'identité de votre produit et savoir à qui vous avez affaire. Donc, ça peut être des nettoyants. Donc, juste, je rappelle que les nettoyants, tous les nettoyants fonctionnent à partir du moment où ils sont des tensioactifs. Donc, un savon noir va bien faire le travail. Et après, on peut avoir des besoins, effectivement, selon les cas, de désinfection. Mais on va voir quand même sur les produits de désinfection, il y en a des plus acceptables que d'autres. Donc, quand on choisit un produit de 2 en 1, donc ça, l'intérêt, c'est vrai que ça fait peut-être moins d'opérations. Il faut savoir que parmi les plus acceptables, certains sont titulaires de labels, comme le label éco-détergent, qui est vraiment le label le plus intéressant dans ce cadre-là, qui conduit quand même à l'usage de substances un peu moins actives, des biocides moins dangereux que d'autres. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous pouvez essayer de chercher ce label ou le demander à vos fournisseurs. Je vous rappelle qu'au moins, il faut que votre produit ait la bonne norme parce qu'on en a vu trop qui n'avaient pas la bonne norme. Donc, c'est un peu bête d'utiliser un désinfectant très costaud et qui n'a pas été testé comme virucide. Alors, aujourd'hui, l'idéal serait les produits qui ont été testés sur ce qu'on appelle sur un modèle vaccine parce que c'est le modèle qui s'approche le plus du virus actuel. Voilà, donc vous pouvez essayer de trouver cette information soit sur l'étiquette, soit la demander directement à votre fournisseur. Donc, quoi qu'il en soit, si vous utilisez ces produits-là, toujours respecter les temps de contact et rincer quand les enfants sont à proximité ou sont en contact main-bouche possible. Concernant les désinfectants de surface haute, il est vrai que vous êtes nombreux à utiliser aussi ces produits qui sont un peu l'équivalent du gel hydroalcoolique mais en spray. Ce sont des sprays souvent à base d'éthanol ou d'acide lactique. Donc, si c'est de l'éthanol ou de l'acide lactique, ça, c'est OK, notamment s'il y a le même label là dont je vous parlais qui donne certaines garanties. Toujours pareil, il faut qu'il y ait la norme 14476. Donc ça a des produits qui sont intéressants pour les surfaces hautes, dites surfaces adultes, qui ne sont pas touchées par les enfants, pour casser les chaînes de transmission au niveau notamment des interrupteurs ou des poignées de porte. Après, voilà, ce produit-là, comme il faut qu'il soit utilisé plutôt là où ne sont pas les enfants, parce que vous n'allez pas l'utiliser rincé. Donc voilà, pourquoi pas pour les surfaces hautes, il a son sens. Donc, si vous êtes une crèche associative et que vous ne faites pas d'achat public, toutes les infos dont je parle, vous les trouvez aussi sur les étiquettes des produits que vous achetez en supermarché. Alors, il faut faire un peu de spéléo parce que c'est pas toujours facile à trouver, mais c'est des informations qui sont tout à fait disponibles.
Alors, donc vous demandez évidemment si ces produits sont correctement labellisés. Donc ne vous fatiguez pas à essayer de trouver des désinfectants avec l'écolabel européen, la petite fleur là, il n'existe pas, il n'y a pas de référentiel pour ces produits-là. En revanche, vous en avez quelques-uns, hein, vous n'en avez pas 50 000, mais vous en avez quelques-uns qui sont titulaires du label dont je vous parlais, EcoCert. Pour le label qui est très exigeant, qui s'appelle Nature et Progrès, il y a très peu de produits certifiés, seulement certains dans des circuits spécialisés. Alors, l'eau de Javel, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'eau de Javel? Alors déjà qu'elle est désinfectante et pas nettoyante, hein, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Elle ne peut être active que sur un support propre, donc ça nécessite un pré-nettoyage. Alors, elle est très efficace, mais elle a beaucoup de défauts. Elle est très réactive, elle est corrosive, elle est toxique, surtout quand elle est mélangée à d'autres produits, hein. Donc la grosse catastrophe, le couple maudit, c'est le vinaigre et l'eau de Javel parce qu'ensemble, ça peut produire un gaz qui est le dichlore, qui est un gaz mortel, hein, donc c'est vraiment sérieux. Il faut faire très attention à cet usage-là. Et puis en plus, il faut l'utiliser dans des conditions qui assurent sa stabilité, son efficacité. Donc il faut utiliser une solution diluée à 0,5. Je vais vous expliquer comment on l'obtient. Donc nous, on ne va pas vous pousser à utiliser la Javel, hein. Ce n'est pas notre favori, mais c'est vrai que dans la période de pénurie, certaines d'entre vous n'ont pas eu le choix, donc autant au moins l'utiliser correctement si vous n'avez pas le choix. Alors en revanche, on vous engage à bannir les galets d'eau de Javel parce qu'ils viennent avec tout un tas de produits annexes, connexes, qui sont dans la formulation et qui sont souvent des produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc ça, on n'aime pas du tout. Donc, comment on obtient cette solution de Javel à peu près stable et à peu près correcte? On prend toujours de la Javel à 2,6 parce que c'est celle qui est le plus stable, que vous trouvez dans ces flacons-là, type celui qui est dessiné, que vous mélangez à de l'eau froide. Donc, c'est 1 litre pour 4 litres et on obtient cette solution de chlore à 0,5. Ça nécessite un temps de contact de 15 minutes avant rinçage obligatoire. Donc, vous voyez, c'est quand même assez difficile d'utiliser la Javel. C'est quand même quelque chose, le bénéfice-risque est pas bon. Le chlore, c'est pas une molécule bonne pour l'environnement et encore moins pour l'homme. Donc, le message, c'est si vous pouvez utiliser des produits dont je vous parlais tout à l'heure, c'est beaucoup mieux. Si votre collectivité ne vous en fournit pas, alors faites très attention à la façon dont vous utilisez l'eau de Javel. Les jouets, qu'est-ce qu'on peut dire sur les jouets? Donc, évidemment, un peu moins de jouets, mettre plus les enfants dehors, vous l'avez compris. Il faut voir quand même que les jeux extérieurs, vous pouvez les nettoyer régulièrement. On ne pense pas qu'une désinfection soit nécessaire, c'est ce qui est aussi noté dans le guide ministériel, puisque tout simplement dans l'environnement extérieur, le virus, il peut être altéré par des facteurs comme le rayonnement soleil, le vent, les précipitations, la température, l'humidité, et donc du coup, le nettoyage du mobilier urbain peut se faire juste usuellement. On évite, du coup, à l'intérieur, on évite les jouets que vous n'arrivez pas à nettoyer facilement, sinon c'est trop chronophage. Le lave-linge peut être une solution pour les jouets en tissu. Alors, je vous rappelle juste à ce stade-là que c'est très important de bien maîtriser votre protocole de nettoyage, notamment pour les microfibres, hein, puisque l'idée c'est si vous nettoyez et puis vous déplacez, vous enlevez le virus en nettoyant, l'idée c'est qu'il faut que vos microfibres soient bien nettoyées, désinfectées, de manière à ce que vous n'en rameniez pas le lendemain sur la microfibre une fois lavée. Donc un bon protocole, c'est un cycle à 60 degrés plutôt long, hein, une lessive simple, ça suffit. Et n'hésitez pas surtout à utiliser le sèche-linge qui vient finir en fait la désinfection de manière à ce que votre linge soit vraiment bien dépourvu de charge virale si c'était le cas. On fait attention quand même au lave-vaisselle. Nous, on ne sait pas trop quoi vous dire sur le lave-vaisselle parce que les jouets dans le lave-vaisselle, c'est pas fait pour. Vos lave-vaisselle montent en température assez haut, surtout pour celles qui ont des lave-vaisselle pro, celles et ceux, pardon, j'ai tendance à parler au féminin. Donc voilà, ça rend le plastique plus mou, plus perméable, plus facilement, ça rend la migration des éléments dans le plastique plus facile. Donc pour ces raisons-là, on n'est pas fan. Donc, autre point sur lequel je suis hélas obligée de passer assez rapidement, l'arrivée de ce virus a aussi été l'arrivée d'innovation forcément pour essayer de
de résoudre les problèmes liés à la désinfection. Donc, beaucoup de systèmes ont été proposés, des systèmes à UV, des brumisateurs, armoires à ozone. Donc, aujourd'hui, nous, on préfère vous donner un discours de prudence et de simplicité. On a du mal à vous dire jetez-vous sur ces solutions technologiques. Elles sont peut-être pour certaines intéressantes. Est-ce que c'est une bonne idée de les utiliser en premier lieu dans les lieux accueillant des jeunes enfants qui ont une certaine fragilité, alors qu'on n'a pas toujours beaucoup de recul? C'est pas sûr. Donc, on va se positionner là-dessus en écrivant un guide Recocrèche numéro 3 qui va apparaître en 2022 et on va essayer vraiment de s'intéresser à toutes ces solutions technologiques pour vous donner des billes pour discuter avec éventuellement avec les fournisseurs. Et puis, on est aussi tout à fait ouvert à discuter directement avec les fournisseurs. C'est aussi l'objectif, c'est d'avancer ensemble parce que tout ça, c'est bien neuf pour nous tous. Alors, dernière partie de ma présentation avant de passer aux questions. Je vais vous présenter maintenant les différentes ressources dont j'ai parlé pendant le document, pendant la présentation. Donc, première ressource dont je voudrais vous parler, donc vous aurez tous les liens par mail après la présentation. Donc, en termes de documents grand public et plutôt pour les crèches associatives, il y a ce document qui a été édité par la Mutualité française avec le soutien de l'ARS et nous avons aussi contribué, où on vous donne des éléments sur le nettoyage et la désinfection, mais plutôt domestique, avec donc sur les produits qu'on achète en supermarché. Pour les directions des établissements accueillant des jeunes publics, on a écrit dès le mois de mai dernier, mais elles sont encore valables, des fiches Recocrèche spéciale Covid, donc sur le nettoyage, la désinfection, la petite fiche fournisseur qui permet aux fournisseurs d'auto-évaluer et de vous donner des informations sur le produit que vous utilisez, s'il est nettoyant ou nettoyant désinfectant. Et ça vous permet aussi de faire le tri parmi tous les produits que vous avez. On a fait une fiche sur les jouets et leur entretien également qui est disponible et vous aurez évidemment le lien après la présentation. Pour les acheteurs et les fournisseurs, nous avons d'autres outils. Donc, le premier outil, je vous en ai déjà parlé. Après, il va aussi intéresser les directeurs et directrices de structures qui nous écoutent. Donc, le document pour la désinfection, le choix du gel hydroalcoolique, avec là aussi un petit fichier qui peut être rempli par le fournisseur pour vous dire un peu comment se situe ce gel hydroalcoolique. Et puis, un travail plus conséquent qui a été fait par 3AR avec notre appui sur la partie scientifique, c'est un clausier pour intégrer des enjeux de santé environnementale dans les marchés publics des établissements qui accueillent les jeunes enfants, avec donc tout un tas de clauses qui permettra aux acheteurs de faire avancer les cahiers des charges vers plus de santé environnementale dans ces établissements accueillant les jeunes enfants et ces publics sensibles. Alors, outils pour les collectivités. Donc, peut-être le savez-vous, on a donc un programme qui s'appelle CEFLI, qui est un programme d'accompagnement et de conduite du changement des collectivités en santé et environnement. Et on l'a adapté spécifiquement pour les crèches et pour l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est le programme qui s'appelle Recocrèche. Donc, il y a les deux guides dont Anne a parlé tout à l'heure, donc qu'on a coécrit avec le soutien de l'ARS. Donc, ces deux guides Recocrèche, ils ont conduit à l'adaptation de la méthode CEFLI et au déploiement d'un programme régional ambitieux qui va durer de 2016 à 2022. C'est un accompagnement des 12 départements et également l'accompagnement de crèches associatives via les structures de la CEP. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on va avoir 12 collectivités référentes pour les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on fait un accompagnement long de 12 collectivités et ces collectivités deviennent vos référents. Donc, vous allez avoir la possibilité de les appeler si vous avez des questions parce qu'on va passer beaucoup de temps à les aider. Et donc, l'idée, c'est qu'après, ils puissent vous aider aussi. Donc, sur ce programme-là que vous voyez, on en a déjà 4 qui ont terminé et donc qui sont disponibles et opérationnels. Donc, la Gironde, la Dordogne, la Vienne et les Pyrénées-Atlantiques. Et les autres, les oranges, on est en train de les déployer. Et les rouges, on en a encore quelques-uns à commencer, mais on commence à avoir une belle répartition régionale de collectivités qui sont bien avancées. Alors, pourquoi c'est intéressant de les... Ah oui, et quelques programmes spécifiques aussi sur d'autres territoires. Pourquoi c'est intéressant de les appeler? En fait, on les a aidés dans le programme CEFLI. On a des outils comme des ateliers où vraiment on va aussi loin qu'on peut sur les aider sur la sécurité, les fiches, les labels, l'étiquetage,
le rinçage. Donc, on les outille et puis après, ils choisissent les produits en ayant tous ces éléments. Donc, vous pouvez les appeler, ça vous fera probablement gagner du temps si vous vous posez des questions sur un fournisseur ou sur un produit. Et dans ce cadre-là, donc moi je suis ravie de vous annoncer, ce sera mon dernier propos avant de prendre les questions. Dans ce cadre-là, je vous invite à ouvrir vos agendas. On va organiser, alors évidemment, elle a été déjà repoussée 2 fois, c'est un grand classique cette année, mais on va organiser avec le soutien de l'ARS le 23 novembre une grande journée dédiée à Roco Crèche. Donc ça sera à Pessac, donc ça va être sur inscription libre en ligne, mais avec une jauge limitée. Et pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, on va faire un replay avec des vidéos thématiques qui vont retracer ces différentes tables rondes. L'idée, c'est vraiment de partager avec toutes les collectivités référentes qui ont déjà bien avancé pour que vous ayez des éléments aussi pour inclure plus de santé environnementale dans vos établissements et pas que sur l'hygiène et la désinfection. Donc, les infos d'inscription sont pas encore publiées, mais elles vont venir. Donc, vous pourrez les trouver sur le site de l'ARS, sur les sites de nos différents partenaires. Et puis aussi, vous pouvez, si vous voulez les avoir via nous, via les pages Facebook de l'agence Alix et de l'agence CEFLI, ou si vous préférez ce réseau social-là, vous pouvez aussi trouver ces informations-là sur LinkedIn et nous serons ravis de vous recevoir aussi nombreux qu'on pourra le 23 novembre prochain à Pessac. Et je crois que je suis pas si mal dans le timing et je te laisse la parole, Anne. Merci à toi, Anne. Anne et Anne interviennent. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Okay. Alors, on a commencé à regarder, il y a pas mal de questions dans le chat, alors n'hésitez pas à les poser. On a une première question sur l'eau ozonée. On a quelques questions sur l'eau ozonée. Donc, si tu peux un petit peu revenir sur le sujet, quels sont les retours, des retours d'expérience? Est-ce qu'il y a des avis d'experts? Existe-t-il des éléments attestant de l'efficacité de l'eau ozonée sur les surfaces? Avez-vous des données prouvant la compatibilité de ce produit avec des environnements fréquentés par des enfants? Première question. Voilà, autour de l'eau ozonée, okay. Peut-être. Oui, ouais. Donc c'est vrai que ça rentre un peu dans ce que je présentais tout à l'heure. Ce sont des dispositifs assez récents. Nous on a certains éléments, on n'a pas tout. Donc c'est difficile pour nous de nous positionner de façon très définitive aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va le faire dans le cadre du guide Roco Crèche 3. Voilà, il faut être très attentif effectivement aux revendications des fabricants. Est-ce qu'on est bien sûr d'avoir la bonne norme, la norme dont je parlais, la 14476? Dans quelles conditions? Saleté, propreté? Est-ce que le petit dispositif qu'on utilise, il est bien suffisamment performant pour obtenir cette norme? Et puis bien sûr se demander aussi les questions d'entretien, les questions voilà, c'est des systèmes voilà, qu'il faut essayer de voir l'intérêt aussi économique avant l'achat. Mais c'est vrai que sur l'efficacité, il faut creuser. Je peux pas répondre de façon absolue et on manquera pas de le faire pour le guide qui sera émis l'année prochaine. Ok, merci. Autre question, tu as parlé, tu sais, des poussières voilà, à évacuer en priorité. Que penser des purificateurs avec filtre EPA? Les purificateurs d'air, pas les aspirateurs. Ouais. Il y a 2 choses. Les aspirateurs... Madame Boucard, est-ce que vous pouvez juste préciser, vous parlez de purificateurs, alors vous pouvez soit prendre la parole, soit utiliser le chat. C'est une question de Madame Boucard. Je vois. Bon, je peux répondre aux deux. Donc, dans tous les cas. Je pense que ça intéressera, oui, tout à fait. Donc, dans tous les cas, un aspirateur avec un filtre EPA, ça c'est important parce que ça permet effectivement aux petites poussières de ne pas revenir dans l'air intérieur, donc d'éviter de les inhaler, donc très bien. En ce qui concerne les purificateurs d'air, il y a un avis récent, le Haut Conseil de santé publique travaille dessus et
il y a sûrement des bonnes choses qui existent. Après, voilà, d'être sûr que les nouveaux modèles soient adaptés à la taille des pièces dans lesquelles on met. Est-ce qu'ils seront parfaitement efficaces? Est-ce que ça va bien? Il y a aussi des questions. Donc, c'est un vrai sujet. On pourrait faire enfin, il y a eu un webinaire récemment, d'ailleurs, d'un organisme sur cette thématique. Ça vaut le coup d'y passer 1 heure et demie. C'est pourquoi pas, peut-être que dans l'avenir, ils seront incontournables, mais c'est difficile aujourd'hui de donner un cahier des charges idéal et de tester tous les modèles qui existent. Donc, c'est pas la première chose. Nous, on préfère dire d'aérer beaucoup, ce qui nous semble être la première prévention efficace. Merci. On a pas mal de questions sur nettoyage, désinfection des jeux, notamment la question de un isolement peut-il être suffisant, auquel cas combien de temps? En disant que en témoignage, l'APMI 47 avait préconisé 48 heures d'isolement pour les jouets. Et plus globalement, voilà, immersion, essuyage microfibre. Quelles sont les préconisations de l'agence sur le nettoyage désinfection des jeux en crèche? Ok. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a vraiment. Oui, alors il y a la réponse réglementaire et la réponse scientifique. Donc, c'est vrai que scientifique, comme je vous le disais, on n'est pas tout à fait sûr de ces histoires de disparition sur le plastique. A priori, ça peut rester jusqu'à 5 jours de charge virale résiduelle, mais est-ce qu'elle est suffisante pour infecter? Tout ça, on ne sait pas trop. Par exemple, le Canada s'est positionné en proposant dans leur protocole 48 heures d'isolement des jouets avant de les récupérer. Vous avez vu que sur le protocole ministériel, chez nous, on nous demande de les nettoyer avant de les récupérer. Voilà, on en est là et on n'a pas réponse à tout. J'ai pas mieux que ça aujourd'hui à vous dire. Et alors après sur le la façon dont on peut les nettoyer, c'est vrai que nous on a une petite préférence pour un protocole qui utiliserait un nettoyant ou un nettoyant désinfectant avec un label. Hein. On le dilue par exemple dans une coque de piscine, des petites coques de piscine que vous utilisez, vous le diluez, on immerge les jouets immergeables et après dans une seconde coque remplie d'eau, on les rince abondamment. Donc ça c'est peut-être le moins mauvais des protocoles. Donc on a bien sûr bien choisi son produit précédemment. Ok, super, merci. On avait une question sur le gel ou solution hydroalcoolique, lequel préférer, avec un retour d'un fournisseur qui disait que le gel était peut-être moins... Il préconisait moins le gel. Attends, je vérifie. Des molécules inquiétantes. Des gels comportent certains des additifs douteux. Alors, pas les adjuvants qui vont conduire à la gélification, c'est pas des choses qui sont très dangereuses généralement, donc pas vraiment d'opinion. C'est sûr que le liquide, il y a encore moins de trucs dedans, donc c'est toujours bien. Après, le liquide, il faut faire bien attention, je vous le disais, aux projections oculaires aussi, hein, parce qu'il y a eu des problèmes, notamment dans les maternelles avec les pchites ou dans les écoles primaires avec des enfants qui se retrouvaient avec des pchites dans les yeux. Donc, bon. Après, sur la composition de la version un peu gélifiée, les adjuvants sont pas spécialement dangereux. D'accord. Alors, il y a eu des points là sur des échanges sur l'ozone, irritant des voies respiratoires, mais en même temps, les particules sont en dessous des seuils. Alors, peut-être un point de précision sur l'eau ozonée. Voilà, je disais qu'on on préfère pas aller trop loin aujourd'hui parce qu'on a besoin d'étudier. Et c'est sûr que l'ozone, c'est un gaz qui est dangereux. Hein, donc il faut, là, normalement, il n'est pas présent à titre gazeux au moment où on utilise la machine, enfin la dilution là. Mais en soi, l'ozone, c'est pas quelque chose d'inactif, quoi. Donc il faut voir dans quelle mesure c'est produit par ces petites électrolyses là. Ok. En principe de précaution, peut-être attendre les. Ouais. En tout cas, besoin de plus d'infos pour vraiment statuer, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Une question sur le nettoyage vapeur sur les sols plastiques ou jouets plastiques. Ah ouais, ça c'est la question. J'adorerais avoir une réponse. Est-ce réellement bien? C'est ça la question. Ouais.
Ben, c'est sûr, hein, quand on a un discours où on vous dit le plastique et la chaleur, c'est peut-être pas super. Moi, alors je vais déjà vous dire, ça va dépendre de s'il y a des phtalates ou pas dans vos sols PVC. Il faut savoir que quoi qu'il en soit, les sols PVC contenant des phtalates dégazent pendant longtemps. Enfin, il y a des COV semi-volatiles qui vont s'en aller. Alors, est-ce que la chaleur accélère ce dégazage? Est-ce que les produits acides qu'on pose dessus accélèrent ce déphasage? Il faudrait des grosses études techniques qu'on n'a pas menées pour y répondre de façon tout à fait absolue. Donc là, je suis complètement d'accord que la question se pose, mais d'un point de vue scientifique, je suis obligée de dire que j'ai pas la réponse absolue à cette réponse, à l'effet de la chaleur sur les sols souples PVC et sur les COV semi-volatiles qui sont émis par ces sols. Ok, merci. Alors là, je crois que par rapport au sujet du jour, on avait la question sur... voilà, avec le sujet du jour, je crois que j'ai posé toutes les questions. Si vous pensez que j'en ai oublié, n'hésitez pas à me relancer via le chat. Il y a des candidats pour un CFLI dans le département de la Creuse. Voilà. Super. De toute façon, on vous enverra tous les éléments. Alors, le vinaigre blanc, pour le nettoyage des jeux, est-il suffisant? Alors, le vinaigre blanc, c'est un bon détartrant. C'est ça ce qu'il sait faire. Donc, il n'a pas de tension active, donc c'est pas un bon nettoyant. Donc, il va pas rentrer dans la catégorie des produits qui nettoient, c'est un produit qui détartre. Donc, il a sa place éventuellement à la salle de bain, dans les toilettes, dans les sanitaires pour décrocher le tartre et le calcaire. Après, c'est fait pas le meilleur job possible en termes voilà, le nettoyage, il se fait beaucoup mieux avec quelque chose qui contient un tensioactif comme un savon tout simple, Marseille, savon noir, ça marche. Le vinaigre, c'est pas trop le bon candidat pour décrasser des souillures organiques comme du gras ou de l'alimentation. Merci, Anne. D'autres questions? Bon, il y a des échanges sur les marques de nettoyeurs vapeur. On vous laisse ça utiliser dans le chat. Si vous avez des retours d'expérience, voilà, des réussites ou au contraire des difficultés que vous avez pu rencontrer sur la dernière année scolaire, c'est le moment. Une autre question sur le vinaigre utilisé en tant qu'assainissant dans la méthode HACCP. Pour les légumes, J'imagine. peut-être tu peux demander à la personne qui a posé la question de préciser. Oui, c'est ça. Oui, Je pense que c'est l'assainissement des légumes. Alors là aussi, c'est un vrai serpent de mer, hein, parce qu'on a beaucoup travaillé l'année dernière là-dessus. On continue de travailler notamment avec l'organisme EcoCert en cuisine. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses collectivités dans les départements qui sont passées au vinaigre parce qu'ils trouvaient que c'était pas chouette donc l'habitude, c'est d'utiliser de l'eau de javel très diluée pour faire des bains, pour la désinfection, on va dire l'assainissement des légumes terreux, hein. L'objectif, c'est de tuer les petites bêtes qui a potentiellement résiduelles dans les résidus de terre. Donc, ça concerne que les légumes terreux, enfin tout ce qui va dans la terre. Et c'est vrai que quand on refait un peu de biblio, on se rend compte que la javel, c'est probablement pas un super candidat pour faire ça. On n'a pas trop de preuves d'efficacité. Puis on comprend les réserves aussi quand on voit on n'a pas envie de tremper des beaux légumes bio qu'on vient d'acheter dans de la javel. Ça aussi, ça se comprend. Donc de nombreux cuisiniers ont choisi d'utiliser plutôt les bains vinaigrés. Alors là-dessus, il n'y a pas beaucoup de données scientifiques non plus, hélas, donc on n'est pas sûr de l'efficacité. Est-ce que c'est moins ou pas? Probablement la javel, autant on l'utilise, n'est pas très efficace, peut-être le vinaigre non plus. Ce qui est peut-être très très efficace, c'est plutôt la qualité du nettoyage et de faire plusieurs bains de nettoyage pour qu'il n'y ait plus du tout de terre sur les légumes. Ça peut être le truc qui marche bien. En revanche, il y a un problème de réglementation là-dessus parce que c'est vrai que selon les départements, il y a des services vétérinaires qui vont laisser passer le vinaigre ou des protocoles plus light et d'autres où ça va être complètement interdit. Donc aujourd'hui, c'est compliqué pour nous de vous dire allez-y franco parce que vous pourrez vous prendre un contrôle vétérinaire, c'est arrivé hein, selon les départements où on vous dira ah non, c'est le chlore et il n'y a pas autre chose.
Donc, sujet compliqué. J'espère qu'on arrivera à trancher. On y travaille, je vous le disais, avec des organismes comme EcoCert ou d'autres organismes qui essayent d'avancer sur ce sujet-là. Et si on a des réponses, on vous les donnera. Je suis désolée, je peux pas répondre. Je préfère ne pas répondre à tout parce qu'il y a des choses où les données scientifiques sont manquantes. Donc, je ne veux pas vous faire de faux espoirs sur ces sujets-là. Merci Anne. Alors, on a une demande. Pouvez-vous nous fournir des références de produits? Je vais me permettre de répondre. Il y a 2 points. Il y a le premier qui est les labels de confiance qu'on vous a présentés aujourd'hui, notamment pour les collectivités territoriales, je pense, notamment qui ont donc pour les acheteurs publics le label EcoCert. Sur le site du label, vous avez accès à la fois au référentiel et aux marques et produits qui comportent ce label. Donc, le site est assez bien fait et vous trouvez facilement les noms des références. Donc, ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est l'idée du réseau. Alors que ce soit au niveau de 3R parce qu'on finalement, on travaille beaucoup ensemble, Safely, justement, l'idée, c'est de pouvoir, entre vous, pouvoir partager vos retours d'expérience en termes d'utilisation de produits. Parce que nous, on n'a pas la vocation à être prescripteur de telle ou telle marque. Donc l'idée, c'est vraiment que vous puissiez entre vous échanger. N'hésitez pas via le chat là aujourd'hui ou même à l'issue du cycle Recocrèche. Je vous enverrai, alors pas les coordonnées des uns et des autres, mais je vous enverrai la liste des participants. Donc après, si vous avez besoin d'être mis en relation, on verra avec Anne comment on peut faire ça. Question d'Amélie. Peut-on avoir du gel hydro labellisé EcoCert? C'est pas impossible. Il y en a très très peu. Il y en a très très peu. Donc vous allez un peu vous fatiguer si vous allez le chercher parce que c'est complètement. Enfin voilà. Moi j'en ai trouvé un. Voilà depuis qu'on traîne sur le sujet. Donc ça fait un moment. Donc voilà, c'est un peu difficile parce que c'est des produits qu'on appelle des produits frontières. C'est pas tout à fait des détergents. Ils répondent à la réglementation biocide. C'est pas des cosmétiques. Donc c'est souvent des produits qui sont pas certifiés parce qu'ils sont entre plusieurs réglementations et répondent pas toujours au cahier des charges, enfin pas facilement. Donc ça sert à rien d'aller les chercher. Aujourd'hui, c'est très anecdotique. D'accord. Dernière question. Nous utilisons un désinfectant entre guillemets naturel fabriqué à base d'eau salée et avec un système d'électrolyse transforme en chlore. Alors, pur à chaud, à quoi combray, est-ce bien? Oui, alors on rejoint un peu la question sur les dispositifs qui produisent de l'ozone. Hein. Ça, là, on travaille sur des molécules avec du sel, on produit des molécules qui ressemblent à de l'eau de javel. Donc, c'est pareil, c'est les mêmes questions. C'est bien se demander si le produit qu'on a, enfin le dispositif qu'on a acheté nettoie et ou désinfecte. Est-ce qu'il fait ça bien sur des surfaces propres ou sur des surfaces sales? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste de la désinfection ou du nettoyage désinfection? C'est la question voilà, de l'efficacité, des sous. Et après, au niveau du sanitaire, ça reste, là pour le coup, sur cette question-là, ça reste des molécules qui sont proches de la chimie du chlore. Hein. Donc, bon, avec quand même quelques écueils liés à la chimie du chlore, c'est pas forcément toxique, mais c'est peut-être pas parfait non plus. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à aller le plus loin possible avec le fournisseur pour bien vérifier que le produit correspond aux normes notamment. Et c'est pareil là-dessus, sur ces innovations-là, nous on va essayer de vous proposer des évaluations ou en tout cas d'en parler un peu dans le guide à paraître en 2022 parce que on ne veut pas se précipiter. C'est des choses nouvelles, donc ça nécessite d'avoir un peu de temps d'usage, de retour d'expérience pour vous donner plus d'infos. Merci beaucoup, Anne. Je vais clore cette session. Merci à tous pour votre participation, vos questions. Donc ce que l'on vous a dit, on vous envoie
à la fois le support présenté aujourd'hui ainsi que le lien vers la vidéo si vous voulez relayer en interne auprès des collègues ou revoir s'il y avait des points que vous vouliez revoir. Ensuite, le prochain rendez-vous, c'est le 8 octobre, donc même adresse, toujours donc en visio, toujours en partenariat avec Ecolanda et l'agence Alix, avec le soutien de l'agence régionale de Nouvelle-Aquitaine. Donc là, celui-ci sera sur les couches avec un point sur les dernières recommandations. Et ensuite, on aura la session Reco Crèche 2 autour de la rénovation et construction de crèches, 2 sessions, une le 5 novembre et une le 3 décembre. Alors attention sur celle-ci, ce seront des sessions de 2 heures. Un grand merci pour votre attention. Je vais arrêter l'enregistrement, ce qui nous laisse un petit temps, un petit sas.